jeunes et moins jeunes, ici. Il y a des personnes qui cheminent avec nous depuis fort longtemps. Je suis heureuse de voir qu'Augustin Berck est déjà avec nous. Il interviendra tout à l'heure pour nous parler du tournant relationnel. Et je suis particulièrement heureuse de voir la diversité que vous représentez. Parce que cet après-midi, ce lancement du Festival Vivant, c'est une véritable acrobatie. Oui, c'est une acrobatie. Parce que notre époque est dans l'éclatement, dans la séparation des mondes, dans les sortes de tuyaux où chacun se retrouve. D'un côté, les spécialistes d'écologie, d'autres qui vont être dans l'économie. Vous avez les acteurs qui vont être les mains dans le cambouis, mais vous avez donc les praticiens et puis vous avez les théoriciens. Et la caractéristique de Tech for Life, c'est justement de vouloir associer la réflexion conceptuelle à la pratique. C'est une gageure, d'autant que nous voulons y mêler la question imaginaire de où nous allons. Puisque face au changement de civilisation que nous devons aborder, il va falloir renouveler notre vision d'un progrès. Et que ça n'est pas tout près, puisqu'on parle de transition, on ne sait pas très bien où ça va. Et que ça ne suffit plus d'être dans l'entre-soi de gens qui voudraient faire bouger les choses. Moi, ça fait 40 ans, en fait, que je suis presque née dans ce moment du printemps silencieux, 62, Rachel Carson. Et il est temps, et c'est formidable parce que nous avons le manifeste du réveil écologique. Je sais que pratiquement 40% des élèves d'AgroParisTech ont signé ce manifeste, mais aussi les polytechniciens, et que les gens sont dans la rue, et que nous allons pouvoir unir les acteurs économiques, les acteurs du financement, les acteurs qui pensent le monde d'après, avec tous ceux qui aspirent à autre chose. Ça fait longtemps que nous sommes dans cette dynamique, puisque les premières époques des assises du vivant ont lieu à l'UNESCO. Nous avons fait le Festival Vivant dans le cadre d'un programme européen il y a 3 ans. Et donc, nous sommes de plus en plus avec, je dirais, la préoccupation de compter avec le vivant. C'est pour cela que nous avons fait un tribunal pour les générations futures il y a 10 jours. Et vous pourrez revoir tout un tas de séquences sur notre site Tech for Life à partir du 21 octobre. Mais voilà, nous allons amorcer un nouveau cycle de Festival Vivant qui n'est pas juste ce moment d'aujourd'hui, mais une dynamique d'acteurs, puisqu'il s'agit de faire cette acrobatie dont je parle entre les acteurs, et je compte sur chacun d'entre vous, mais vraiment, pour que nous puissions, à partir de ces semailles, arriver aux germinations qui auront lieu les 2 et 3 avril prochains. C'est votre affaire. Les choses ne sont pas construites, même si nous avons donné un cadre que vous pouvez trouver à la sortie de l'amphithéâtre. C'est votre affaire au sens que nous voulons montrer le monde d'après, le monde en train de compter avec le vivant, de construire des modes d'innovation et des modes de vie qui sont véritablement en phase avec le vivant. D'ailleurs, beaucoup d'expositions universelles, notamment au Japon, ont évoqué cette harmonie avec le vivant, mais maintenant, il s'agit de le faire. Alors, sans plus tarder, nous avons un programme aujourd'hui, donc je ne vais pas trop mordre sur un moment aussi important que ce dialogue qui se prépare. Je remercie tous nos intervenants de cet après-midi qui montrent leur intérêt pour la chose et la diversité des acteurs, les artistes aussi qui montreront leurs œuvres au moment de la pause. Mais donc, je voudrais introduire notre table ronde avec donc Navi Rajou. Navi Rajou, que peut-être vous connaissez, j'imagine tous, qui a depuis plus de 10 ans travaillé sur l'innovation frugale, qui a déjà 2 ou 3 livres et qui vient de publier son guide de l'innovation frugale. Je vous verrai que frugal, c'est la notion qui nous intéresse à Tech for Life, de la compatibilité avec le vivant, avec
pardon, excusez-moi, avec les 4 volets que nous allons traiter tout à l'heure, les 4 dimensions de la biocompatibilité. Donc, Navi, merci d'être avec nous. Nous allons assister donc à ce dialogue avec Éric Soubeyran. Éric est vice-président chez Danone, chargé de la nature et de l'eau. Vraiment, nous sommes très heureux d'avoir pu vous avoir ensemble. Nous allons vous écouter nous parler de ce que peut être une entreprise résonante, au sens où elle, justement, est à l'écoute de son milieu. Je vais donner la parole à Navi pour commencer, et on va avoir 3 séquences successives de façon à ce que vous puissiez, à l'issue de cette petite heure, interagir avec nos intervenants. Merci. Nous avons donc ces 3 temps de discussion entre vous deux, pour réfléchir dans un premier temps à la question de réviser les cadres de pensée, la dimension systémique. Comment est-ce qu'on peut essayer de voir une approche systémique? Nous allons ensuite aborder un mot-clé, un mot qui va revenir toute l'après-midi, qui est la notion de cohérence. Quelle cohérence trouver entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, entre les déclarations et les contraintes économiques, entre trouver des contrats sociaux, entre l'amont, l'aval. Je pense qu'il y a beaucoup cette dimension-là qui va être abordée, la question de la création de valeur qui est chère à Éric Soubeyran. Et puis, nous allons voir quels peuvent être les outils de transformation, de transition. Alors, donc, voilà quels sont les différents temps. Peut-être, donc, Navi, pour commencer, dans cette séquence sur la dimension systémique, l'approche frugale, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette approche frugale pour justement trouver une cohérence, enfin une dimension très, très cohérente avec les écosystèmes? D'accord. Je vais voir si ça marche. Vous avez rien entendu? Oui, super. Dorothée, tout d'abord, merci de m'inviter. Je suis hyper ravi d'être avec Éric. On ne s'est pas vu depuis 5 ans. Alors, on est en bonne compagnie parce qu'en fait, Éric, il va être trop modeste, mais en fait, il a piloté et conduit les premiers projets d'innovation frugale pour Danone en Inde. Donc, c'est comme un frère jumeau parce qu'on s'en comprend très très bien. Il y a très peu de multinationales qui ont osé faire ce que Danone a fait. Peut-être qu'il parlera aussi. C'est vraiment en fait s'ouvrir à de nouvelles perspectives en allant dans des pays émergents. Donc, c'est important. C'est ce genre de cadre qu'on a besoin maintenant dans les sièges en France pour pouvoir justement amener des changements d'état d'esprit. Et d'ailleurs, ça rejoint parfaitement donc la première partie de mes réponses. C'est on parle de revisiter donc les cadres. Et quand on parle de cadre, on parle de cadre bien sûr des entreprises sur le plan organisationnel, sur le plan managérial. Mais ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est comment en fait on change ce que j'appelle les modèles mentaux et non pas juste les modèles économiques. Parce que les modèles économiques, ce qu'on appelle business models, on en parle beaucoup. Il y a des concepts comme l'économie circulaire, etc., qui sont en vogue actuellement. Mais plus inquiétant pour moi, c'est comment on change les modèles mentaux ou le mindset. Et comment on le fait ça? Il y a 3 éléments de réponse que j'aimerais apporter. C'est promouvoir une pensée et même une façon d'être. En Inde, on appelle ça la philosophie intégrale. Je crois qu'en Occident, on appelle ça systémique. Le problème que j'ai avec ce mot systémique, c'est plutôt comment je vois le monde extérieur de façon systémique. Mais intégrale a 2 dimensions. C'est à la fois, ça englobe cette dimension systémique. Je vois qu'effectivement le monde extérieur est systémique, interdépendant. Mais aussi avoir cette intégration en soi-même. Et tout le problème qu'on a actuellement, j'appelle ça la triple déconnexion. Il y a beaucoup de pubs pour ce qu'on appelle la triple connexion de l'Internet, mais on est triplement déconnecté. La première déconnexion, c'est avec soi-même. Deuxième déconnexion avec les autres. Et troisième déconnexion avec la nature. Donc ce qui m'intéresse, c'est comment en fait on promouvoit cette forme de pensée intégrale, où finalement on se dit, tiens, au lieu d'investir de façon isolée dans des programmes comme l'économie circulaire, d'un côté, puis on fait ce qu'on appelle, disons, l'inclusion sociale, et puis on parle de diversité en promouvant, par exemple, la parité des sexes. Et pourquoi on ne peut pas intégrer tout ça ensemble? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est justement comment on parlait d'une économie, par exemple, circulaire, à une économie en spirale,
où tout en recyclant, par exemple la Poste a un service qui s'appelle Recygo, qui utilise en fait des personnes en insertion pour faire du recyclage. Donc ça crée quelque part de la valeur sociale, tout en contribuant à l'environnement. De la même façon, on peut aussi se dire, comme on fait en Inde, il y a des entrepreneurs qui utilisent en fait des femmes dans des villages pour faire du surcyclage, donc du recyclage pour en faire de nouveaux produits. Mais ce faisant, en fait, à la fois ça crée des emplois pour les femmes, mais au-delà, ce qui est intéressant, c'est que ça préserve aussi des traditions ancestrales d'artisanat. Donc quand on parle de biodiversité, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une langue vivante qui meurt tous les 15 jours. On ne parle pas de biodiversité sur le plan de civilisation humaine. Et donc il y a aussi des cultures qu'on doit préserver. Donc c'est pour ça que cette pensée systémique peut être intéressante de dire, est-ce qu'on peut à la fois faire du bien pour la planète et en même temps faire du bien pour les communautés et préserver effectivement des cultures qui sont en train de disparaître. Deuxième élément de cette revisiter les cadres, c'est cette expression de biocompatible que j'adore. Il faut faire attention que biocompatibilité, ce n'est pas uniquement faire comme la nature, mais être comme la nature. Et c'est dans cette conscience, j'appelle ça la conscience écologique, conscience intégrale, ce sentiment d'unité avec la nature. Alors comment on peut développer ce sentiment d'unité avec la nature, de sorte que finalement la nature elle n'est pas là, nous on est ici, parce qu'en fait on fait partie de la biosphère, on n'est pas séparés de la biosphère. C'est là que justement j'arrive au cœur du sujet d'innovation frugale. J'ai eu le plaisir justement peut-être dans la même salle il y a 5 ans de présenter donc un premier livre qui s'appelait l'innovation frugale, où on parlait de faire plus avec moins. Malheureusement, je crains que surtout vous, les jeunes générations, vous allez exiger des entreprises que ce n'est plus suffisant de faire plus avec moins. Il faut commencer à faire mieux avec moins. Ça veut dire quoi? Il n'est pas suffisant de plus en plus de juste dire que je vais réduire mon empreinte carbone. Ça, c'est fini. Donc, déjà, à 2020, je crois que vous n'allez pas supporter ça. Vous allez dire de plus en plus comment en fait on peut apporter un impact positif pour la planète et la société. Donc ça veut dire que faire moins de mal va être en fait ce qu'on dit en anglais table stake, un minimum en fait, il faut aller plus loin. Alors il s'avère que justement il y a quelque chose d'intéressant, il y a un sondage qui vient de sortir aux États-Unis, c'est un grand sondage de 5000 consommateurs, y compris beaucoup de jeunes consommateurs, et 80% de ces consommateurs jugent le terme durabilité trop passif. Par contre, un autre terme qu'ils adorent et qu'ils justement plébiscitent, c'est régénération. Donc ce qu'on va entendre de plus en plus aujourd'hui, d'ailleurs on parlera aussi avec Eric, c'est comment en fait on peut construire une économie régénératrice, parce que la nature elle est régénératrice, où effectivement on apporte plus de bien à la société plutôt que juste à l'écologie, enfin à la planète et à la société, plutôt que juste faire moins de mal. Voilà. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas effectivement une approche plutôt systémique en termes de, en fait, de comment on se... repenser en fait, non pas le savoir-faire, comme je dis, mais le savoir-être. Donc voilà, c'est un vaste chantier, mais j'ai pas mal de bonnes pratiques que je peux partager tout à l'heure. Mais je vais laisser la parole à Eric pour aussi commenter sur cet aspect de revisiter les cartes. Ça marche. Je vais noter ça. Ouais. Je suis plus à l'aise avec un micro. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravi d'être là et quand je suis rentré dans la salle, je viens des Alpes et ça m'a fait penser quand même qu'on descendait de manière assez ponctuelle ici. Donc je trouve ça plutôt impressionnant ces amphis. Ravi d'être aussi à AgroParisTech, qui est une école qui aujourd'hui dans mes équipes a beaucoup de personnes engagées qui sortent de haut rang. Et je voudrais d'abord commencer par ça. Je pense qu'il est important que votre génération soit une génération activiste. Vous avez démarré évidemment ce changement-là, mais cette capacité à être activiste, elle se fait peut-être aujourd'hui place du Chapelet, mais elle se fait aussi dans les entreprises, avec à la fois toutes ces contradictions, mais aussi toutes ces passions et ces choses qu'on peut faire bouger. Moi, je voudrais parler un petit peu de mon parcours professionnel, puisque vous êtes étudiant. Moi, j'ai commencé ma carrière en finance, personne n'est parfait. Et puis après, j'ai monté des business, dont des business en Inde. Et puis au fil des rencontres, effectivement, comme l'a dit Navi, je suis rentré à pieds joints dans cette logique de base of pyramid et essayer de créer des business models qui soient compatibles en fait avec le développement des populations les plus
les plus difficiles en fait, hein, d'un point de vue économique, avec des succès, des échecs, et puis après, la gestion du lait chez Danone et aujourd'hui le développement durable. Et en fait, il y a un fil conducteur derrière tout ça que ma vie professionnelle m'a appris, c'est évidemment la place de la ressource naturelle dans l'ensemble de la sphère économique. Et aujourd'hui, dans une logique systémique, je pense que le problème, un des problèmes majeurs qu'on a, c'est que la ressource naturelle n'a pas de valeur aujourd'hui. Et on a beau nous expliquer tout ce qu'on veut, et moi j'étais pas sur les bancs d'AgroParisTech, mais sur d'autres bancs où j'ai eu beaucoup de cours d'économie, et en fait on se rend compte au bout d'un moment qu'on valorise tout sauf la ressource naturelle. Et ça, on valorise la logistique, le coût de l'énergie, tout, mais la ressource naturelle en tant que ressource, c'est-à-dire quelque chose qui doit se régénérer, si on veut protéger la vie, elle n'est pas valorisée par le système, puisque c'était votre question, dans lequel on est aujourd'hui. Et ça c'est un des problèmes majeurs. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'est apparu progressivement au sein de ma carrière et qui aujourd'hui m'anime beaucoup. Et je pense que c'est un des éléments sur lesquels, en tout cas dans la société dans laquelle je suis aujourd'hui, on essaye vraiment de travailler avec toutes les contradictions qui sont les nôtres en étant une multinationale de l'agro-industrie. Et ça, je vais y revenir. La deuxième chose qui me semble importante de dire, c'est effectivement, on est maintenant dans un monde, puisque la première question c'est le système, on est dans un monde extrêmement interconnecté, complètement maillé, et où je pense que beaucoup de choses qu'on continue à enseigner aux étudiants sont complètement fausses. On vous donne une vision du monde, je pense, qui n'est pas exacte, sur laquelle vous allez pouvoir avoir action-réaction et contrôler les choses. Et je pense que c'est une grave erreur. Parce qu'on est dans un monde où, malheureusement, on ne contrôle plus les choses. Et je dirais même, si on veut être efficace, il ne faut pas chercher à les contrôler. La seule chose qu'on peut faire dans le monde d'aujourd'hui, c'est les influencer. C'est d'avoir une capacité à donner du mouvement aux choses, à impulser des transformations. Et ça, quand vous transposez ça dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement déroutant. Parce que quand on a des actionnaires, des dashboards, des KPIs, tout le monde vous dit qu'en fait, il faut avoir une prévisibilité de ce que vous faites, une linéarité dans ce que vous faites. Et cette vision action-résultat, elle est partout derrière la manière dont les entreprises sont encore gérées. Et ça, c'est un problème de fond. Parce qu'il faut accepter finalement de se dire qu'une entreprise peut ne pas contrôler, mais doit impulser un mouvement. Et ça veut dire qu'il faut qu'une entreprise ait des positions sur des sujets de société. Et ça, c'est aujourd'hui la transformation qu'on essaye de mettre en place avec nos collaborateurs chez Danone, impulsée évidemment par Emmanuel Faber et son COMEX. Mais c'est de se dire au fond quelle est la vision que l'on veut pour l'agroalimentaire, en sachant que Danone a contribué à la surspécialisation de l'agriculture qui a un impact négatif aujourd'hui sur le vivant. On a fait partie du problème, on continue à faire partie du problème, il faut que maintenant on fasse partie de la solution. C'est ça tout l'enjeu, la transformation de Danone aujourd'hui. Et encore une fois, avec toutes nos contradictions. Et donc c'est cette tension-là, cette tension dans notre système en fait, qui nous oblige qui nous oblige déjà tout court, et qui nous oblige à repenser la manière dont on travaille, et à plusieurs niveaux. Et je repasserai ensuite la parole à Navi, mais le premier niveau évidemment c'est, quand on est une entreprise fast moving consumer good comme Danone, c'est repenser nos marques. Comment nos marques communiquent, comment elles interagissent, comment elles créent de la valeur, quel message elles ont apporté. Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est très important, non pas parce que le marketing, c'est pas bien, mais parce que je pense qu'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui dans notre société, c'est quoi l'image d'un futur enviable, en fait. Qu'est-ce qu'on a à proposer comme futur enviable? Parce que dans le métier du développement durable qui est le mien, je peux vous dire toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Je peux vous faire une liste, un cours sur tout ce qu'il ne faut pas faire. Réduire les pesticides, réduire les émissions de carbone, réduire le plastique. Donc on a vraiment tout un panel.
c'est beaucoup plus difficile de vous dire ce qu'il faut faire, en tout cas quelle vision, quel compromis social il faut qu'on reconstruise. Donc c'est pour ça aussi que les marques ont un rôle à jouer là-dessus. Là, c'est un premier point chez nous qui est un schéma de transformation. Deuxième grand schéma de transformation, évidemment, c'est comment on transforme notre amont, notre sourcing. Et le sourcing chez Danone, c'est l'agriculture. 2/3 de notre impact environnemental quand on parle des émissions carbone, c'est l'agriculture. 89% de la ressource en eau qu'on utilise, ce n'est pas l'eau qu'on met dans des bouteilles, c'est l'eau qu'on utilise via l'agriculture. Donc ce sujet agricole, il est central chez nous. Il est central en termes de capacité de création de valeur, mais il est aussi central en termes de résilience de notre business model. Danone a 100 ans cette année, si on veut être là dans 100 ans, il faut qu'on soit capable de transitionner ce modèle-là, et vous utilisez le mot transition. Et enfin, la troisième, et je termine par ça, qui est aussi importante, c'est au sein de l'entreprise, auprès de nos collaborateurs. Et là, il y a un vrai chantier également. Comment est-ce qu'on retravaille les modèles de gouvernance? Et je pense que c'est dans une entreprise qui fait 100 000 personnes, en redonnant une voix en fait, aux collaborateurs et en écoutant leurs aspirations. Donc on s'est engagé sur un certain nombre de transformations qui vont dans ce sens-là. La première chose, c'est d'équiper nos collaborateurs, qui sont tous aujourd'hui actionnaires de l'entreprise, de manière à ce qu'ils soient partie prenante de la création de valeur. Deuxièmement, et ça c'est aussi quelque chose qui est important chez nous, on leur donne la parole dans nos instances de gouvernance, jusqu'au comité exécutif et au conseil d'administration, avec un système de feedback. Et enfin, on fait intervenir des intervenants extérieurs aussi pour nous guider. C'est pour ça que Danone, par exemple, a décidé de se transformer comme une entreprise Bicorp. C'est pas un label de plus, c'est pas le syndrome du général russe où on a plein de médailles sur un packaging. C'est l'idée vraiment de se dire il faut que notre business soit au service de quelque chose et que notre gouvernance aille avec. Donc si on prend par exemple notre PDG d'une de nos plus grosses filiales qui est aux États-Unis, qui fait 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, il doit rendre des comptes à un board de parties prenantes, dans lequel il y a la CEO de Patagonia, Rose Macario, qui a d'ailleurs une capacité de blocage sur un certain nombre de décisions stratégiques. Ça, c'est une vraie révolution culturelle également. Donc il y a ces trois niveaux-là de changement de système. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Oui, c'est bon. Merci pour ces éclairages. On voit très bien les nœuds et les défis qui sont les nôtres, les vôtres plus spécifiquement. Peut-être, plutôt que faire en 3 morceaux, parce que je voudrais vraiment avoir du temps avec la salle, dans un second temps, pour parler de cohérence et d'outils, je vais vous demander de mettre l'accent sur des retours d'expérience, sur ce qui vous semble faire signe. Qu'est-ce que vous pouvez citer comme exemple? D'ailleurs, je vous rappelle que Danone a lancé à New York le One Planet Business for Biodiversity. On attend pour l'année 2020 un certain nombre de points de résultats. Donc voilà, quels sont les résultats qu'on peut mettre en avant pour ce monde désirable? Et je dirais avec la préoccupation de, eh bien, en avril, qu'est-ce que vous voulez nous apporter? Qu'est-ce qu'on peut présenter, qu'est-ce qu'on peut imaginer faire d'ici le mois d'avril dans un processus d'implication d'étudiants, de designers, d'artistes, de chercheurs académiques, d'industriels qui peuvent être là. Voilà, qu'est-ce qui peut, à quoi on peut s'accrocher au niveau exemple ou énergie, ou en termes de résolution d'un certain nombre de points, parce que vous avez notamment parlé de cette nature qui n'a pas de prix, la nature n'a pas de prix, mais son maintien a de la valeur. Alors, c'est vrai que ce serait bien qu'on ait une discussion, donc je suis quelqu'un de très pratique, donc je vais plutôt donner 3 exemples, que personnellement, il y a plein d'exemples, mais dans mon livre, il y a 3 que je cite, que j'aime bien, qui montrent un peu en fait comment on peut repenser en fait la relation d'entreprise avec la nature autour de ce concept, donc on parlait de l'économie donc régénératrice. Premier exemple, c'est Interface, qui est un leader mondial de revêtement de sol, qui s'était embarqué dans cette
premier programme en 10 ans qui aboutit l'an prochain, qui était effectivement de réduire l'empreinte carbone. Ils l'ont fait de façon spectaculaire, qui est pas mal. Par contre, ils se sont dit, ben, on ne va pas s'arrêter là, parce qu'effectivement, il faut aller au-delà de faire moins de mal et faire plus de bien pour la société et la planète. Donc, ils ont en fait construit en Australie une usine qui s'inspire de la nature. Ça s'appelle l'usine comme la forêt. Et l'idée, effectivement, cette usine, au lieu que ça pollue moins, apporte 22 services écosystémiques, c'est le terme technique, à la communauté locale. Donc, c'est-à-dire que durant son opération, par exemple, elle peut générer de l'eau potable comme dérivé du processus de fabrication qui ensuite sont offerts pour la communauté locale. Ça peut être par exemple l'énergie solaire qui est générée par l'usine, dont l'excédent est distribué aux PME et aux agriculteurs locaux. Okay? Donc c'est vraiment comment en fait on peut construire des usines demain qui sont en fait vertueuses. Ça c'est un premier exemple que j'aime bien. Deuxième exemple, c'est Natura, qui est une entreprise qui fabrique des produits de beauté, un concurrent de L'Oréal, basé au Brésil. Première entreprise, justement, grande entreprise à devenir un Big Corp, que Eric mentionnait. Et ce que j'aime bien chez eux, effectivement, c'est qu'en fait, ils sont en train de jouer sur tous les plans, parce que sur le plan économique, écologique, social, culturel, parce qu'en fait, tous les produits sont à base de plantes, donc biosourcés. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont carrément mis un laboratoire dans l'Amazonie. Et en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de démontrer, c'est qu'en fait, avec tout ce qui se passe actuellement, c'est pertinent, c'est de convaincre en fait les tribus indigènes qu'ils ont plus à gagner en gardant les arbres vivants qu'en les découpant. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a des arbres qui produisent des fruits particuliers, comme le muru-muru, qui s'appelle, qui a une propriété vraiment incroyable en termes de protection du cuir chevelu. Et donc, cette connaissance traditionnelle que les tribus indigènes ont en comment en fait convertir, transformer ça en matière première qui est utilisable, c'est en train de disparaître aussi. Donc, ce faisant, finalement, ça crée de la valeur à la fois économique, bien sûr, mais aussi sociale, culturelle, écologique. Et ce qui est intéressant avec Natura, c'est qu'en fait, ils font un reporting, ce qu'on appelle le triple bottom line, où effectivement, dans un rapport annuel, ils indiquent effectivement, et c'est la première entreprise que moi je connais, qui met l'accent non seulement sur l'impact social et écologique, économique bien sûr, mais l'humain. Ils montrent en fait comment leurs produits nuisent moins au corps humain. Et encore plus intéressant, c'est qu'en fait, ils sont très candides, transparence. Donc il y a 3 couleurs, rouge, jaune, vert. Vert, ça veut dire qu'ils sont bon chemin. Jaune, c'est moyen. Rouge, c'est pas bon. Et là, on peut carrément voir qu'il y a 40% de l'objectif sont dans le rouge. Donc, c'est la seule entreprise que je connais qui avoue que finalement, ils sont fixés objectifs, mais ils ne sont pas encore là. Et donc, l'idée, c'est de dire, on va faire mieux, et non pas juste de dire tout va bien, quoi. Et puis finalement, troisième entreprise que j'aime bien, qui rejoint un peu l'idée de conjuguer en fait développement durable avec d'autres facteurs comme parité, sexe, etc. C'est Eileen Fisher, qui est une designer, mais un fabricant de vêtements. Vous savez que l'industrie textile, c'est le secteur le plus polluant au monde, après le secteur textile, le secteur pétrolier. Il s'avère que dans les 30 ans à venir, on va tripler en consommation de vêtements. Donc, clairement, il faut faire quelque chose différemment dans ce secteur-là. Donc, elle a abandonné l'ancien modèle qui était le fast fashion. On remplace effectivement le vêtement toutes les 6 semaines. Et en fait, elle est en train de mener de façon activiste un mouvement de slow fashion. Et en particulier, rapidement, l'idée, c'est il y a plusieurs piliers, c'est tellement fascinant de les étudier. La vision 2025, c'est basculer complètement en coton organique, 100%, éliminer 80% de la chimie dans la finition des produits, réutiliser l'eau usagée, c'est ça on appelle ça, des usines. Okay. Et après, ce qui est intéressant, c'est que la première entreprise qui a mis en place un département de la conscience sociale en 1997. L'idée, c'est de travailler avec les femmes qui travaillent pour eux dans les usines en Inde, en Chine, pour à la fois, effectivement, ils les payent 2 fois plus que la moyenne industrie, et en plus, ils s'occupent de leurs enfants, offrent des soins de santé, et surtout la préservation de traditions culturelles. C'est travailler effectivement avec des femmes, justement, issues des peuples premiers, comme on l'appelle, pour justement leur donner la possibilité d'utiliser leurs connaissances traditionnelles
pour développer des produits pour eux. Et à l'aval, ça devient intéressant. Ils ont investi, parce que le vêtement, c'est difficile à recycler, hein, les fibres. Donc, ils ont investi eux-mêmes dans une propre usine de recyclage à New York, où finalement, vous pouvez amener vos vêtements et ensuite les recycler. Et les fibres recyclées, ils les donnent à des jeunes artistes pour les sublimer et développer de nouveaux produits. Donc, ce faisant, ça crée aussi des emplois et surtout une réputation pour ces jeunes artistes en même temps. Donc, c'est aussi penser de façon systémique, de dire finalement comment on apporte la valeur à la fois à nos fournisseurs, à nos employés, et puis voilà. Donc, ce sont 3 exemples que je considère qui sont assez parlants. Et puis finalement, le dernier exemple dont je fais partie, c'est pour, en tant que jeune, ça vous intéressera, peut-être pour avril prochain, c'est comment en fait on fait le lien de tout ça avec l'éducation. Et là, on a un programme que je citais, je suis dans le conseil d'administration, qui s'appelle le STEAM School. C'est STEAM, c'est sciences, technologies, ingénierie, arts, mathématiques, où on fait venir 100 étudiants de l'Inde et de la France dans un Fab Lab, un makerspace en Inde, pendant 2 semaines, où en fait ils s'attaquent à 6 objectifs de développement durable. Vous connaissez vraiment des ODD qu'on appelle de l'ONU. L'idée effectivement c'est de mettre en commun le talent et la créativité de ces jeunes, comme vous, pendant 2 semaines, pour ensuite effectivement s'attaquer à des problèmes de développement durable de façon holistique, intégrale. Et ce que je suis fier, c'est que la moitié de ces participants sont des filles. Parce que souvent on dit que les filles ne sont pas intéressées par les sujets de sciences, technologie, mais ce n'est pas vrai. La preuve, c'est qu'on peut effectivement créer des programmes comme ça où on peut avoir cette parité, donc garçon-fille. Et le succès de ça nous a conduit à lancer un autre programme cette année avec CRI, donc le Centre de recherche interdisciplinaire de François Tadei, en France. Ça s'appelle le STG School, l'école des STG, qui pareillement, cette fois-ci, on étend ce programme aux étudiants africains aussi. Pourquoi? Parce que des problématiques comme l'eau, j'appelle ça, ce sont des problèmes sans frontières, qu'on soit noir, blanc, jaune, brun, qu'importe, tous affectés. Donc l'idée, c'est effectivement de faire unir, en fait, rassembler ces jeunes étudiants, indiens, français, africains, pour pouvoir effectivement co-créer des solutions. Donc ce dernier point, je veux juste justement mentionner ça, parce que je crois que le problème en France, c'est qu'on a plein de bonnes idées, mais on a un peu ce tropisme hexagonal, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on ne voit pas au-delà de nos frontières. Donc c'est important de comprendre que ces problèmes-là ne sont pas uniques à la France, ils sont partagés par d'autres pays. Donc la diversité de perspectives, c'est pour ça que j'étais peut-être diplomatique, mais on ne peut pas résoudre les problèmes hexagones uniquement avec un esprit hexagonal. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on s'ouvre à d'autres perspectives. Donc cette diversité, justement, de perspectives, de culture, c'est ça qui va nous permettre effectivement de créer des solutions robustes à des problèmes qui sont complexes et systémiques. Merci Navi. Et Eric Souveran, je vous laisse. Oui, alors des exemples concrets. Alors, si c'est aussi pour vos travaux d'ici à avril, je pense qu'il faut à la fois réfléchir à en fait une intégration du système. Je pense qu'il est très important maintenant d'apporter des actions locales qui sont coordonnées. Alors, je vais revenir là-dessus. Parce que je vois beaucoup d'actions en fait multiples qui sont souvent d'ailleurs lancées en silo sur des sujets et ce qui manque souvent pour scaler, pour les faire vraiment grossir, c'est la connexion entre ces actions-là. Donc je prends un exemple qu'on a développé depuis des années dans le groupe Danone, c'est la protection de nos impluviums, qui est un vrai sujet évidemment quand on veut pouvoir protéger la ressource en eau. Comment est-ce qu'on fait? Globalement, un impluvium, il pleut quelque part et la source est ailleurs, donc c'est quand même des centaines, voire parfois même des milliers d'hectares qu'il faut prendre en compte pour vraiment comprendre véritablement comment cette ressource et comment elle parcourt l'ensemble des strates de l'impluvium. Si vous prenez par exemple l'exemple d'Evian, ou je pourrais prendre un autre exemple en Indonésie sur lequel on a un projet aujourd'hui à Pasuruan, fondamentalement la difficulté qui peut se poser pour une entreprise comme nous, c'est que sur l'ensemble de l'impluvium, quel impact peut-on avoir? Quand vous avez plusieurs centaines d'hectares, si vous prenez par exemple le volcan Bromo en Indonésie, où on a une de nos sources, dans lequel on produit des jugs qui sont ensuite acheminés aux gens qui utilisent cette eau, pour la protéger,
On ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'on soit maillé localement avec les agriculteurs qui ont des chanderies, avec les municipalités locales, avec les autres industries. Et le meilleur moyen pour protéger cette ressource, c'est de la gérer en commun. D'où la logique d'intégration, en fait. Je pense que ça, c'est très compliqué, mais à la fois, c'est vraiment un enjeu important parce que ça veut dire qu'on va finalement, pour protéger une ressource en eau, et ça peut paraître évident, mais ça l'était, je pense, pas tant que ça, il y a encore une dizaine d'années, et ça n'est pas tant que ça encore dans beaucoup d'endroits. En fait, il faut qu'on fasse de l'agriculture. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On est en train de travailler avec les agriculteurs locaux pour changer les pratiques d'irrigation de riz, de manière à ce que, d'une part, on utilise moins de pesticides, et d'autre part, on utilise moins d'eau. Parce qu'il y a aussi moins d'eau sur le plan de ce volcan. Quand on est en haut du volcan, qui est à plus de 2000 mètres, on travaille sur de la reforestation. Parce qu'effectivement, pour produire des légumes, les gens localement, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe la forêt, ce qui pose des gros problèmes d'érosion d'ailleurs. Et comme c'est un sol volcanique qui a tellement de substrat, c'est assez impressionnant, hein, ça fait plus de 3 mètres d'ailleurs, j'ai jamais vu des terres pareilles, hein, des fous dans les carottages. Ça s'érode, puis on replante. Donc là, c'est retrouver du coup des business models. Alors quand vous dites ça, vous replantez et vous dites, mais finalement, comment vous partagez la valeur? Ça, c'est un autre chapitre qu'il faut aborder. C'est la valeur qui est créée sur ce territoire. Finalement, souvent, pour ce qui est des sources en eau, elle est, entre guillemets, capturée par les gens qui utilisent la ressource et qui sont en bas. Mais d'où vient la qualité de l'eau? Les gens qui sont en haut. Donc vous faites comment si vous ne parlez pas et si vous n'intégrez pas l'approche? Vous ne protégez pas la ressource. Donc vous êtes obligé d'avoir un système, alors en France on a ce mot affreux qui s'appelle péréquation, où finalement vous allez cofinancer l'ensemble des choses. Et il faut donc que les acteurs du bas acceptent de cofinancer la protection du haut. Sinon le système ne fonctionne pas. Donc ça, c'est des actions évidemment qui sont très concrètes et qu'on a mis en place. On a, je pense, été les premiers à imaginer ce système à Evian, et qu'on a mis en place aussi sur l'influvium de Volvic, de la Salvetat, qu'on fait en Indonésie. Sur notre source d'eau en Argentine, qui s'appelle Villavicencio, on est même allé jusqu'à faire reconnaître tout l'influvium comme une zone protégée par Ramsar, donc la Convention mondiale des Nations Unies, pour la protection, ce qui impose des contraintes très strictes en termes de gestion de la ressource. Donc ça, c'est un exemple très concret. Juridiquement, c'est possible. Ce que vous avez obtenu là, juridiquement, le droit est possible. On peut protéger... On peut protéger une zone, un influvium. Enfin, il faut que l'État et les communautés locales l'acceptent, parce que c'est pas nous qui pourrons le décider, d'où l'importance de mailler. Mais oui, à partir du moment où vous avez le soutien de l'État et que vous avez un certain nombre de critères respectés en termes de protection, vous pouvez faire valider votre source par la Convention des Nations Unies. Donc ça, c'est vraiment un des exemples très concrets. L'autre exemple que je voudrais donner, qui est aussi beaucoup économique, je pense, et qui va probablement aussi dans ton sens de la frugalité, Navi, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on les a toujours fait comme ça, en fait. Je pense que ça c'est aussi quelque chose qui est très clair. Donc on continue à les faire comme ça, parce qu'après tout, ça a toujours marché. Et si ça a toujours marché, et que c'est pas la chose la plus sexy, ou qui vous paraît la plus stratégique, vous n'avez aucune raison de la changer. Donc ça, vous savez, c'est le complexe les Américains qui, pour aller sur la Lune, ont inventé un stylo incroyable qui leur a coûté je ne sais plus combien de millions de dollars, n'importe quoi, mais de développement, alors que les Russes, ils utilisaient un crayon à papier pour pouvoir écrire en apesanteur. Donc, c'est ça, en fait. Et je pense qu'on a, dans les usines, moi je suis persuadé, qu'on a un certain nombre de choses à réinventer pour réutiliser l'eau. Je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'à challenger un certain nombre de critères de food safety aussi. Les critères de food safety aussi obligent aujourd'hui l'industrie agroalimentaire à surstandardiser ses process. Donc, et ça, c'est une vraie question. Si vous prenez la date de péremption des produits, ça, c'est suivant les estimations, c'est entre 15 et 20% du gaspillage alimentaire. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qu'il faut qu'on repense. Et ce n'est pas des choses qui nécessitent du big data, du surinvestissement, etc. Donc c'est des choses en fait assez tangibles et concrètes
sur des sujets locaux. Et enfin, c'est mon dernier exemple, et comme je suis comme Navi, je pense que j'en ai plein aussi. Je pense que, encore une fois, les marques ont encore un avenir, ont des choses à dire. Moi, je trouve ça très intéressant, quelque chose qui a été fait par une marque sur laquelle, qui n'est pas une marque de chez Danone, mais dans laquelle on a pris des parts, qui est une marque qui s'appelle Harness Harvest, qui fait de l'eau de coco aux États-Unis, qui n'est pas connue en Europe. Et en fait, comme ils ne voulaient pas faire de pasteurisation, leur système en fait, de protection de la ressource était par compression. En fait. Comprimer, ça éclate toutes les bactéries. Je ne suis pas un scientifique, comme vous le voyez. Et après, du coup, vous pouvez la transporter. Le problème de ça, c'est que ça garde la qualité, tout le goût en fait, de la raisin, ça fait Marie-Florence d'ailleurs. Et du coup, et après, en fait, le problème, c'est que la coco change de couleur. Elle devient rose. D'accord c'est pas la perception du consommateur de ce que c'est qu'un bon jus de coco. En fait, c'est le meilleur moyen pour conserver le goût. Et donc, ils ont iconisé ça dans leur magasin en disant, bah écoutez, celui qui trouve une bouteille d'eau rose, on lui offre un an d'eau de coco gratuite. Et donc, c'est devenu maintenant l'emblème de la marque, à tel point que la marque est rose, en fait. Et je trouve que c'est malin, c'est intelligent, c'est aussi une manière pour une marque de communiquer quelque chose. Alors ça peut paraître anecdotique, mais n'empêche qu'une vision de ce qu'est What is a good life, c'est une somme de toutes ces choses-là, en fait. Hein, il faut qu'on arrive à construire ça, et les entreprises, via leur marque, ont un rôle à jouer là-dedans. Une vie enviable, c'est pas forcément nécessairement avoir une belle voiture, c'est pas forcément avoir une maison individuelle avec un jardin et une piscine, voilà. Mais il faut qu'on rende l'alternative enviable. Et les marques ont quelque chose à faire là-dedans. On a peut-être aussi un problème avec le sens de l'innovation. Vous n'avez pas trop évoqué ces dimensions-là, mais est-ce que vous avez des défis pour l'innovation qui ne sont plus du tout ceux qui pouvaient être définis il y a encore 3 ou 5 ans? Est-ce qu'on n'a pas, avec ce que vous venez de dire, des démarches nouvelles à engager du point de vue de ça veut dire quoi d'avoir des semences plus résistantes, d'avoir des aliments qui se conservent naturellement plus facilement, je ne sais pas. Mais ça veut dire des démarches d'innovation peut-être qui ne sont pas forcément encore à l'ordre du jour. Voilà. Alors, avant, je vais passer la parole à la salle. Je ne sais pas si, Jean-Jacques, il est possible de transporter un micro ou deux. Je garde celui-ci. Le principe de ce moment, c'est de rebondir sur ce qui vient de se partager, à la fois en mode témoignage ou en mode question, ça, comme vous voulez, mais de façon très courte, de façon à ce qu'on ait, je vais prendre 2-3 points en même temps, et de façon à ce qu'on ait quelque chose qui permette à nos intervenants d'enrichir ce qu'ils ont déjà pu évoquer. Madame. Bonjour, merci beaucoup. C'est justement pile poil dans ce que vous me demandez. J'aurais voulu avoir des éclaircissements sur le terme de frugalité. Vous avez beaucoup parlé donc, de pensée intégrale, mais j'aurais bien aimé avoir la liaison entre les deux. Voilà, je vous remercie. Bien sûr. Merci. Une autre intervention? Oui, monsieur. Après, on revient. Bonjour, alors c'est peut-être plus une question pour Eric Soupéran. Est-ce que finalement, un des mots-clés de la transition à venir, c'est la sobriété? Alors, est-ce qu'une société comme Danone, qui est quand même orientée vers le profit, pourrait envisager demain de sacrifier une marque, arrêter de vendre de l'eau, par exemple, justement pour respecter cet enjeu de sobriété? Voilà, c'est parfait. Vous avez chacun votre question. Navi. D'accord. En fait, il y a aussi un lien entre la frugalité et la sobriété. Donc, l'idée de frugalité, c'est un terme qui se résume au fait que finalement, il faut apprendre à faire mieux avec moi. Donc, c'est vraiment l'idée. Et donc il y a 3 niveaux de ça. Et je crois qu'étant en France, je vois que je peux les exposer mieux que les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est plutôt faire. Donc, on est de faire mieux avec moi. Et donc, c'est faire mieux avec moi, vivre mieux avec moi, ça rejoint sobriété. Et puis, la 3e dimension, c'est être mieux avec moi.
c'est la conscience intégrale. Donc, quelque part, j'intègre les 3 éléments. Donc, il y a 3 dimensions. Donc, faire mieux avec moi, c'est ce que je me focus. C'est-à-dire comment on fait des entreprises peuvent créer plus de valeur à la fois économique et sociale et écologique, tout en minimisant l'utilisation de ressources rares, l'eau, etc., et tout en polluant moins. Donc, c'est vraiment cette équation de dire on peut faire mieux avec moi. Et donc, il y a plein de principes. Effectivement, dans mon livre, j'élabore davantage là-dessus. C'est repenser les chaînes de valeur, repenser les produits, etc. Donc ça, c'est l'aspect faire mieux avec moi. Après, il y a l'aspect, effectivement, vivre mieux avec moi. C'est vraiment de dire, finalement, c'est le covoiturage. Votre génération particulièrement, moi, j'ai 49 ans, j'ai jamais eu de voiture et j'aurai jamais de voiture. J'ai jamais eu de maison et j'aurai jamais de maison. C'est comme ça, c'est mes valeurs. Donc, pour moi, j'aime bien avoir accès à une maison, à une voiture, comme un service, et non pas comme un objet ou un bien actif. Okay, c'est mon patrimoine, c'est ma façon de penser. Ce que je vais laisser derrière moi, c'est pas une maison, une voiture, c'est mes idées. Voilà, c'est ma conviction. Donc c'est vraiment comment on vit mieux avec moi. Donc ça c'est vraiment l'idée de sobriété heureuse, particulièrement que Pierre Rabhi en parle. Après il y a être mieux avec moi. C'est vraiment en fait cette pensée intégrale. Donc c'est une philosophie donc, qui vient de l'Inde. Particulièrement un philosophe qui s'appelle Sri Aurobindo, qui a vécu dans ma ville natale, à Pondichéry, en Inde, qui a beaucoup élaboré sur ce concept de yoga intégral. C'est vraiment cette capacité, effectivement, d'avoir cette awareness, cette conscience que finalement, on n'est pas séparé des autres, et encore moins séparé de la nature. Donc, c'est comment, en fait, on vit mieux avec moi, c'est-à-dire que comment on vit dans cette... avoir ces... Bon, je ne vais pas faire de métaphysique, mais on parle des chakras, quelque part, vous avez entendu parler, donc des centres d'énergie subtile. Donc, on a 7 chakras, donc les 3 premiers chakras régissent nos instincts animaux, qui sont la survie, le désir et le pouvoir. Et ensuite, on va plus loin, on a le chakra du cœur, qui est la compassion. Ensuite, c'est l'ingéniosité, l'authenticité, qui est le chakra de la gorge. Après, c'est l'intuition. Et après, on arrive finalement au 7e chakra, qui est le sens d'unité. Ce fait, finalement, on est un et une avec tout l'univers. Donc, quand on parle de vivre mieux avec moi, c'est vivre dans le sentiment d'abondance. Tant qu'on est animé par les chakras, les 3 premiers chakras, on a toujours ce sentiment de rareté et on est auto-centré. On pense uniquement à mes besoins à moi. Et donc, du moment qu'on a une transition énergétique interne, où on va effectivement de ce sentiment de manque, un sentiment d'abondance, ben justement on vit mieux avec moi parce que finalement j'ai pas besoin de quelque chose à l'extérieur pour me combler, quoi. Donc voilà, ce sont les 3 niveaux. Et donc l'innovation que je vois venir, c'est que va aller de plus en plus dans de faire plus avec moi. Avant on faisait faire plus avec plus, c'est Silicon Valley où j'habite, hein. On investit beaucoup d'argent, beaucoup de technologie pour inventer la camelote, à faire plus avec moi. Ensuite on va aller à faire mieux avec moi. Ensuite on va comprendre qu'à un moment donné, ben, il faut aussi changer les habitudes de consommation. Donc on va aller vers des innovations qui vont inciter les gens à vivre mieux avec moi. Et puis éventuellement, il va y avoir une autre forme d'innovation qui va consister à nous faire évoluer nous, en tant qu'individus, êtres humains, pour qu'on puisse avoir cette forme de conscience intégrale. Voilà. Donc c'est un peu un vaste chantier, mais j'essaie de résumer en fait de comment ces termes de frugalité et de pensée intégrale s'intègrent. Merci pour vos sourires. On voit que ça a beaucoup de sens de parler de ces dimensions personnelles dans ce cadre-là. Oui. Donc, après la frugalité, la sobriété. Je ne sais pas si vous entendez. Ah ben, vous savez... donc globalement, sur... oui, si ça marche. Merci beaucoup. Juste pour répondre à votre question, donc déjà, moi je fais une distinction entre le fait que je considère fondamentalement que faire du profit, c'est pas une mauvaise chose. Et je l'assume sans aucun problème. La question, c'est comment vous le faites. Mais si on fait de faire du profit un totem repoussoir, je pense que pour moi, j'attends juste qu'on m'explique un autre système. Et un système qui fonctionne. J'attendrai ça avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs. Mais globalement, pourquoi ? Parce que ça veut dire que le profit fondamentalement pour moi c'est maximiser l'utilisation de la ressource. Maintenant, il faut que la ressource soit utilisée d'une manière qui lui permet de se régénérer. Je pense qu'il y a ça qui est vraiment au centre. Après, la deuxième question que vous posez, puis je répondrai à la troisième, dans les choix de Danone, c'est la problématique de la croissance.
Alors là, je suis d'accord qu'on peut certainement avoir un débat. Est-ce que la linéarité de la croissance est quelque chose qui est économique, qui a déjà un sens économique, parce que, pour être clair, même s'il y a un prix Nobel d'économie, tout ça n'est qu'une construction intellectuelle. Comme la monnaie, voilà, on peut tout à fait imaginer qu'on change de système et faire différemment. Et d'ailleurs, il va falloir, si on veut protéger les ressources, il va falloir qu'on valorise les ressources, qu'on pénalise les externalités négatives et qu'on incentive les externalités positives. Sinon, on n'arrivera pas à faire les 1,5 degrés et tous les... Donc, ça va nécessiter un changement de système. Et ça va pas passer par moins d'économie, ça va passer par plus d'économie, mais une économie qui est différente. Donc je pense que le thème de la croissance, il est central dans sa logique de linéarité. Et moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'on change ce modèle. Je pense qu'avoir une linéarité de croissance, et c'est aussi ce que dit Emmanuel Faber, n'est pas le bon étalon. Le problème, c'est que quand vous êtes une société cotée, par définition, vous jouez à un jeu et l'étalon, il est quand même là-dedans. Donc c'est vrai que si vous arrivez avec une raquette de tennis sur un terrain de football, il y a peu de chances que vous gagniez la Coupe du Monde. Donc c'est un peu la difficulté dans laquelle on est. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver une ligne de crête pour montrer que des modèles économiques différents sont possibles. Et petit à petit, de changer le modèle. Mais déjà, donner confiance auprès des investisseurs pour montrer qu'il y a des modèles alternatifs qui sont possibles, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Donc très modestement, c'est ce qu'on essaye de faire. Et ça passe par des choix assez importants en termes de portefeuille. D'ailleurs, l'entreprise l'a déjà fait par le passé. On a désinvesti de beaucoup de nos actifs pour se focaliser, par exemple, sur des portefeuilles produits qui sont essentiellement axés sur la santé. Je crois qu'aujourd'hui, 83% de nos produits sont considérés comme ça si on prend la référence de la World Health Organization. Ça a été une mutation importante. Dans les années 80, le portefeuille produit et le portefeuille de marque de Danone étaient fondamentalement différents. On a aussi, par exemple, il y a 2 ans, fait un choix très direct, 2 ans et demi maintenant, sur le rachat du leader mondial de l'agriculture organique et du plant-based. En étant nous-mêmes un acteur, évidemment, comme vous le savez, des yaourts. Et on est même allé un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on s'est dit, le problème, c'est pas la protéine animale versus la protéine végétale, c'est l'équilibre alimentaire global et la place que chacun de ces protéines apporte dans l'équilibre des gens. Et donc, un des actes qu'on aurait pu faire, c'est de se dire, on fait 2 divisions séparées qui vont se faire concurrence. Ben non, on les a mis sous la même direction. Parce que ce qu'on essaye de trouver, c'est un équilibre différent. Et vous allez voir qu'on va prendre des positions, notamment en perspective du sommet de 2021 sur le food, sur ce que c'est qu'un Sustainable Food Diet. Donc moi, personnellement, et chez Danone, on accueille de manière tout à fait positive les travaux qui sont faits par l'agriculture du vivant, par les modèles qui sont développés par TIFA, par exemple, l'IDRI. On pense que ce sont des modèles qui vont dans le bon sens. Et en tout cas, on essaye de driver la transformation de notre portefeuille de marque et de produits vers ça. Et enfin, sur l'eau, parce que je ne veux pas éviter le débat, je sais que c'est un débat important, je m'arrête là. En fait, la question de l'eau, elle est forcément minée. Forcément. Quand on s'appelle Danone, que je suis devant vous et qu'on parle de l'eau, c'est un débat qui est miné. 1 litre d'eau aujourd'hui en France coûte à peu près 35 centimes le litre. Si on prend en compte toutes les subventions pour que chacun d'entre vous, et moi y compris, on ait de l'eau potable pour se doucher et pour boire. Moi j'ai lancé des projets en Inde où quand on arrivait à 8 centimes d'euros le litre, c'était déjà beaucoup trop cher pour les gens. Donc cette espèce de mythe comme quoi on va avoir de l'eau à boire pour tout le monde, au robinet, je pense qu'il n'est pas réaliste. C'est mon opinion. Je pense qu'il faut qu'on invente des solutions intermédiaires. Et c'est pour ça, par exemple, que dans nos marques d'eau, on a mis un accent très fort sur équilibrer notre portefeuille produit vers des contenants plus larges, comme par exemple des jarres, des jugs. Voilà, et qui sont de 20 litres, et dans les pays en développement, c'est la majorité de nos ventes.
Voilà 3 exemples que je peux vous donner. Une dernière question. Vous avez parlé de création de valeur économique, écologique, sociale, sociétale. Vous avez entendu parler sur le partage. C'est quoi le partage juste? On devait avoir, je crois, cet après-midi, Nicolas Cabane de C'est qui le patron? Je crois que c'était prévu, je ne sais pas s'il sera là. Voilà, qui paye 8 centimes de plus le lait aux producteurs pour qu'ils puissent vivre décemment. Quelle est votre approche du partage juste entre actionnaires, producteurs, collaborateurs? On a en France de plus en plus de collaborateurs pauvres, enfin et dans le monde. Hein. Quelle est votre réflexion là-dessus, l'un et l'autre? Merci. Moi, je fais rapide. Hein. Alors c'est un sujet évidemment central, notamment dans l'agriculture, auquel moi j'ai été confronté quand je m'occupais des approvisionnements en lait du groupe Danone, au plein milieu de la crise du lait et avant même les travaux de Nicolas, que je connais bien. Donc Nicolas Cabane, de C'est qui le patron, que nous avions invité, qui ne sera pas là, hein, mais évidemment on a tous en tête, quand on parle de création de valeur, de cette sorte de contrat social avec l'aval, qui fait qu'on peut s'occuper de l'amont, exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense, c'est difficile de développer rapidement, mais je pense qu'il faut redonner, et nous c'est un de nos chevals de bataille, il faut redonner un vrai prix à l'alimentation. C'est ça qui est un déclencheur de la redistribution de la valeur dans la chaîne. On a fait de l'alimentation une commodité, et par définition une commodité n'a pas de prix. D'ailleurs c'est bien pour ça qu'on accepte sociétalement, tous, d'en perdre 30%. Voilà. Donc c'est-à-dire on fait ce choix-là de société, que 30% de ce qui est produit par les agriculteurs est perdu. Donc il y a des gisements en fait de redistribution de valeur qui sont très forts. Et je pense que ça passe par une réappropriation de ce que c'est qu'un équilibre alimentaire sain individuellement. Donc là je construis sur ce que Navi disait en termes de l'individualité, du choix du consommateur. Je pense que c'est un des sujets sur lequel tu écris des choses très fortes. Et aussi une responsabilité de la part des acteurs de stabiliser un certain nombre de prix agricoles. Donc, sur le lait par exemple, moi ce que j'ai mis en place chez Danone, c'est une formule de prix qui prend compte les coûts de production. Et pourquoi? Parce qu'en France, comme on est sur de la polyculture élevage, on savait qu'en faisant ça, on allait réduire la volatilité du prix du lait de près de 5 %. Et en faisant ça, au plus bas de la crise laitière, on a payé notre lait 8% de plus que le marché, ce qui nous a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros. Et qui a été un vrai investissement de stabilisation auprès de nos agriculteurs pour discuter d'autres choses que les consommateurs nous demandaient en termes d'animal welfare, par exemple, de qualité du lait. Merci. Navi, pour le mot de la fin. Je voulais juste dire que dans les pays émergents, on voit beaucoup pas mal de modèles économiques qui s'appuient sur le concept de shared value, donc valeur partagée. Hein. Donc l'idée, c'est comment une entreprise, je crois que même Danone, toi tu as essayé justement en Inde, il est trop modeste, mais mais l'idée de dire finalement comment on crée une chaîne de valeur, finalement, c'est gagnant-gagnant. Le problème que je vois dans les entreprises occidentales, c'est qu'en fait, on part du principe que, je peux utiliser la métaphore, c'est qu'en fait, il y a un gâteau de taille fixe. Et donc l'idée, c'est de dire comment je maximise, en fait, j'ai utilisé 2 métaphores rapidement pour faire comprendre, c'est qu'en fait, le temps d'innovation dont on parle, c'est une forme d'innovation incrémentale, finalement, où on implique peut-être des fournisseurs, mais uniquement pour peut-être changer la couleur d'une bouteille d'eau, par exemple. Et non pas radicalement repenser toute la chaîne de valeur. Auquel cas, finalement, il n'y a pas vraiment de co-création de valeur. Donc, métaphore, j'utilise toujours, c'est dire, non, mais justement, c'est pas le même gâteau. Là, en fait, il faut inviter des partenaires, soit des partenaires existants, mais aussi de nouveaux partenaires avec qui on n'a jamais travaillé, donc sous une forme de posture d'innovation ouverte, pour en fait co-créer un plus gros gâteau, en fait. Et le problème, c'est que malheureusement, on n'est pas dans cette logique finalement de co-création, on est plutôt dans une logique de compétition. Et c'est ça, qui crée beaucoup de tensions. Et deuxième truc que peut-être Eric aussi l'a fait, et c'est important de savoir, c'est qu'en fait, une autre métaphore, je dis toujours, c'est qu'en fait, il faut créer de nouveaux marchés. La métaphore que j'utilise, c'est de dire, souvent les entreprises se considèrent comme des constructeurs d'automobiles. Ils viennent dans un marché et disent, ça y est, j'ai une très belle voiture, hop, on va vendre ça. Et je dis, mais il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de route. Il faut d'abord construire des routes. Ah, mais c'est pas mon problème. Si, c'est votre problème. Et c'est même dans l'intérêt, justement, parce qu'on voit des pays émergents où le système n'existe pas.
système d'approvisionnement, le système de chaîne de valeur à froid, tout ça, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment en fait aller dans cette innovation plutôt de repenser tout l'écosystème en impliquant les partenaires. Et je dirais que, dernier point qui m'intéresse beaucoup, et peut-être Eric allait discuter informellement plus tard, mais je crois que la fonction d'achat a un rôle important à jouer. Parce qu'en fait, ce que je crains, c'est que souvent la fonction d'achat, elle aborde le problème de relation avec les fournisseurs uniquement sous l'axe de coût, ou délai ou qualité. Mais là, on voit de plus en plus, il faut aussi qu'on évalue avec d'autres critères, comme l'innovation, l'agilité, etc. Donc, à mon avis, il y a la fonction d'achat qui va jouer un rôle hyper important pour justement basculer dans cet état d'esprit de co-création de valeur, particulièrement avec les fournisseurs. Merci beaucoup, parce que c'est très éclairant ce gâteau qui grossit, c'est un très beau programme, et ça demande aussi de manifester collectivement des aspirations. Merci.